Merci. Pas de souci. Donc, je disais que je vais vous parler de l'avortement en Belgique, qui est ce que je connais le mieux, même si pour des raisons de collaboration parfois nécessaires, nous sommes obligés de travailler avec la Hollande, dont vous savez que la loi permet d'interrompre la grossesse beaucoup plus tardivement que chez nous en Belgique. Alors, je vous propose de structurer mon exposé comme suit, et encore une fois, vous m'interrompez quand vous voulez. Vous donner quelques idées des chiffres de l'avortement en Belgique, de la loi belge, des endroits où se pratique l'avortement en Belgique, c'est-à-dire dans les hôpitaux et dans les centres extra-hospitaliers. Je vous parlerai des méthodes qui sont utilisées pour pratiquer l'avortement. Je vous expliquerai pourquoi une bonne loi ne suffit pas. Et vous savez que c'est un sujet extrêmement touchy et que nous sommes régulièrement confrontés au lobby anti-avortement. Et puis, je vous dirai quelques mots de qui sont ces femmes qui avortent et les cas particuliers des avortements tardifs que nous devons envoyer en Hollande. Voilà. Donc, l'avortement, c'est un problème de santé publique, comme je vous ai dit. Dans mon esprit, c'est un droit fondamental des femmes, mais ce n'est pas la vie de tout le monde, puisque il existe des mouvements sociopolitiques très importants pour considérer que le problème de l'avortement n'est pas une question de liberté individuelle, mais une question de décision politique, voire politico-religieuse. Certains considèrent aussi que l'avortement est un crime antinational, antipatriotique, ou voire une atteinte au pouvoir patriarcal, au pouvoir masculin dans des pays où l'organisation sociale est telle que le pouvoir est aux mains des hommes et que les femmes n'ont pas grand-chose à dire de leur vie. Quels sont les chiffres des avortements en Belgique? Alors, les chiffres officiels, je dis bien les chiffres officiels de l'avortement en Belgique, relèvent l'existence d'environ 19 000 avortements. Ces chiffres officiels sont ceux qui sont recueillis par la Commission nationale d'évaluation qui existe depuis 30 ans et qui recueille les chiffres d'avortement. En principe, un avortement doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire auprès de cette commission d'évaluation. Ça, c'est en principe. Parce que dans la pratique, il y a énormément d'avortements qui ne sont pas déclarés à la commission d'évaluation, soit parce qu'ils sont faits par des médecins qui n'ont pas envie de le signaler, soit parce que par négligence, on oublie des déclarations, soit que des hôpitaux disent ne pas faire d'avortement officiellement, bien qu'on sache qu'ils font énormément de curetage, mais ils font des curetages sous couvert de divers prétextes, mais en refusant d'appeler ça un avortement. Donc, on sait de manière absolument certaine que les chiffres signalés à la Commission nationale d'évaluation sont inférieurs à la réalité des avortements pratiqués. De quelle importance? Vraisemblablement de l'ordre de 25 à 30%. Donc, si 19 000 avortements sont déclarés, il est vraisemblable que la réalité soit plutôt autour de 25 à 30 000 avortements pratiqués en Belgique, ce qui représente plus ou moins un avortement pour 4 naissances vivantes, puisque vous savez qu'il y a environ 120 000 naissances par an en Belgique, donc 25 à 30 000 avortements, ça représente un avortement pour 4 à 5 naissances vivantes. Alors, je peux vous dire, encore une fois, si vous souhaitez m'interrompre, interrompez-moi, hein, parce qu'on sait plus ou moins qui ne déclare pas, on sait plus ou moins qui déclare et qui sont les hôpitaux qui ne signalent pas, évidemment, les avortements. Donc, on peut assez facilement se rendre compte des endroits où il y a des avortements pratiqués, entre guillemets, non officiellement. Alors, quelle est la loi belge en matière d'avortement?
Alors, vous savez qu'il existe depuis avril 19, il existait depuis avril 1990 une loi qu'on appelle la loi Lallemand-Mikkelsen, du nom des deux politiciens qui en sont les parents, je dirais, de donc Monsieur Lallemand, qui était un avocat, ils sont décédés tous les deux, qui était un avocat francophone, et Madame Lucienne Herman Mikkelsen, qui était une politicienne néerlandophone. Roger Lallemand était un sénateur socialiste et Lucienne Mikkelsen était une sénatrice libérale flamande. Ces deux-là ont proposé un texte de loi connu sous le nom de loi Lallemand-Mikkelsen qui ne dépénalisait pas l'avortement, donc l'avortement restait inscrit, j'utilise l'imparfait, restait inscrit dans le code civil comme, non, restait inscrit dans le code pénal comme un crime contre la moralité publique et l'honneur des familles. Sauf si la loi Lallemand-Mikkelsen était respectée. Que dit cette loi? Elle dit que l'avortement doit être pratiqué dans un centre de soins par un médecin. Le médecin peut être un généraliste ou un gynécologue. Je vous précise que moi-même, je suis généraliste et que les formations que je donne s'adressent à des généralistes. Je vous en parlerai plus tard. La plupart des médecins belges praticiens de l'avortement sont des généralistes. C'est une particularité tout à fait unique en Europe. Donc, la loi dit c'est un médecin qui doit pratiquer l'avortement dans un centre de santé. Le centre de santé n'est pas défini, mais dans ce centre de santé doit exister un service social où la patiente pourra s'adresser pour connaître les alternatives éventuelles à son avortement. L'avortement doit avoir lieu avant 12 semaines de conception, c'est-à-dire 14 semaines d'aménorrhée. Donc, il y a là une grande confusion dans l'esprit du grand public et même de certains médecins où il y a confusion entre conception et aménorrhée. Vous savez qu'en matière obstétricale, la convention est de qualifier la grossesse en termes d'aménorrhée. Donc, nous, médecins, quand nous parlons de la gestation humaine de 40 semaines, nous parlons de 40 semaines d'aménorrhée. Quand nous parlons d'une grossesse de 10 semaines, nous parlons de 10 semaines d'aménorrhée et qu'il faut toujours en retirer 2 pour parler de la conception. La loi, elle, parle de 12 semaines de conception jusqu'au terme desquelles la patiente est seule à décider de son choix. Dans la loi Lallemand-Mikkelsen existait la notion d'état de détresse que le médecin qui allait pratiquer l'avortement était prié de reconnaître auprès de cette patiente, l'état de détresse qui la motivait dans sa demande d'avortement. Un délai obligatoire de 6 jours dit de réflexion était imposé à la femme et au médecin pour avant de permettre la pratique de cet avortement. Enfin, le médecin qui ne souhaitait pas faire d'avortement ne pouvait pas y être obligé et l'avortement devait être déclaré auprès de la Commission nationale d'évaluation. Nous nous sommes battus pendant 30 ans pour que cette loi au moins change et que au moins l'avortement sorte du code pénal. Pour autant, tant il est vrai que ce n'est pas la même chose de faire quelque chose d'interdit, sauf si, ce qui était le cas de la loi Lallemand-Mikkelsen, l'avortement était interdit, sauf si, que de faire quelque chose qui est autorisé à condition que, ce qui est à peu près ce qui est arrivé depuis le vote de la loi actuelle, qui elle a été votée le 15 octobre 2018, donc vous voyez c'était à peine il y a un peu plus de 2 ans. Nous nous sommes beaucoup battus pour que cette loi change radicalement, en tout cas en termes d'âge autorisé pour la pratique de la grossesse, donc d'âge de la grossesse et de délai de réflexion. La loi a changé
en ce qu'elle a retiré effectivement l'avortement du code pénal. Donc il n'existe plus dans le code pénal un article qui dit l'avortement est interdit sauf si. Ça a été ni plus ni moins retiré du code pénal. Donc actuellement, l'avortement en Belgique est autorisé à condition que la loi soit respectée et à peu de choses près, cette loi est la même que la loi Lallemand-Nielsen. Donc, le délai de 12 semaines reste le délai au-delà duquel l'avortement ne peut plus être pratiqué, sauf s'il y a une malformation grave de l'enfant ou un problème de santé majeur pour la mère, mais alors on n'est plus dans ce que nous appelons l'IVG, interruption volontaire de grossesse, on est dans ce que l'on appelle l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Médicale, c'est-à-dire pour des raisons médicales. Donc on n'est plus dans la même histoire après 12 semaines. Et le délai de 6 jours a été maintenu, mais il a été assorti de, sauf en cas d'urgence. Fort heureusement, l'urgence n'a pas été définie et donc, en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne beaucoup de mes collègues, nous ne respectons plus ce délai, tant il est vrai que s'il a sens pour certaines personnes et pour certaines femmes qui sont ambivalentes, l'immense majorité des femmes qui demandent un avortement sont absolument sûres de leur décision. Elles viennent d'ailleurs de plus en plus tôt pour demander l'interruption de grossesse très précoce et elles ne comprennent pas qu'il faille leur imposer encore 6 jours de délai alors qu'elles sont absolument sûres de leur décision. Donc cette loi que nous aurions voulu changer très radicalement n'a changé qu'extrêmement peu. Nous restons toujours avec l'obligation de ces 6 jours, nous restons toujours avec l'obligation de ne pas dépasser les 12 semaines et nous restons toujours avec des sanctions prévues en cas de non-respect de cette loi. Donc nous sommes toujours punissables si nous ne respectons pas cette loi. En particulier, nous sommes obligés d'envoyer vers la Hollande plusieurs centaines, entre 500 et 1000 femmes chaque année pour interrompre des grossesses tardives, dont je vous dirai quelques mots plus tard, tant il est vrai que ces grossesses tardives sont souvent des grandes catastrophes psychologiques et sociales. Alors, où ont lieu les avortements en Belgique? Les avortements ont lieu dans 85% des cas, des cas officiellement déclarés, n'est-ce pas? Je ne vous parle que de ceux qui sont officiels, puisque les autres, nous ne les connaissons théoriquement pas. Les lieux officiellement déclarés où se déroulent les avortements sont des centres extra-hospitaliers. Extra-hospitaliers, c'est-à-dire hors de l'hôpital. Du côté francophone, ces centres extra-hospitaliers sont des centres de planification familiale, centres de planning familial. Attention, tous les centres de planning familial ne pratiquent pas des avortements. Il existe en Belgique francophone, donc Bruxelles et la Wallonie, une centaine de centres qui sont officiellement reconnus, conventionnés, agréés et subventionnés par les pouvoirs publics, mais sur cette centaine de centres, environ un quart pratiquent des avortements. Donc, les centres extra-hospitaliers sont bien des centres de planning familial, mais tous les centres de planning familial ne sont pas des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement. Il existe aussi un certain nombre de polycliniques privées qui pratiquent des avortements et les déclarent. Enfin, il existe évidemment une pratique hospitalière de l'avortement. Ça existe, ça représente environ 15, maximum 20% des avortements officiellement déclarés à la Commission, mais ces hôpitaux existent et leur pratique est extrêmement variable d'un hôpital à un autre. Donc moi, je peux vous parler de la pratique extra-hospitalière, qui est celle que je connais et dans laquelle je travaille depuis 40 ans. La pratique hospitalière varie énormément. Certains hôpitaux hospitalisent les patients en one day, d'autres pendant 2 jours. Certains utilisent des techniques d'anesthésie générale, d'autres d'anesthésie locale, et les coûts pratiqués sont extrêmement variables en fonction du praticien, de l'hôpital, privé, public, etc., etc. Mais c'est toujours beaucoup plus cher que dans les centres extra-hospitaliers.
dans les centres extra-hospitaliers dans lesquels nous travaillons, je travaille et mes collègues, sont des centres qui ont des conventions avec l'INAMI depuis 2002, donc ça fait déjà près de 20 ans, convention telle que l'INAMI paye directement le centre et donc cela ne coûte rien, enfin rien, quelques euros à la patiente. Donc le centre est directement payé par l'INAMI via les mutuelles, donc la patiente, elle ne paye rien. Dans les hôpitaux, évidemment, ça varie des réseaux, de types d'hôpital, privé, public, praticien public, pratique privée, etc., etc. Donc là, les variables sont énormes et je ne peux rien en dire qui soit effectivement standardisé. Il faut se renseigner au cas par cas. Alors, vous dire quelques mots des méthodes utilisées pour pratiquer l'avortement. Deux méthodes existent depuis 20 ans également, c'est-à-dire depuis l'arrivée sur le marché d'un médicament qu'on appelle la pilule abortive. La pilule abortive, c'est un peu plus compliqué que d'avaler une pilule, je vais vous expliquer, mais depuis 20 ans que cette pilule a finalement été accessible aux femmes, après avoir fait l'objet de boycotts extrêmement importants pendant la décennie qui a précédé, pour des raisons de lobby anti-avortement que je ne vais pas vous raconter, sauf si ça vous intéresse, mais on est parti dans une histoire sociopolitique compliquée. Disons que depuis 20 ans, nous avons accès à ce médicament qu'on appelle la mifégine, ça c'est son nom commercial, mais qui est dans la pratique de la mifepristone 200 mg, qui est un antiprogestéronique. Donc, c'est un inhibiteur sélectif des récepteurs à la progestérone qui se comporte comme un antiprogestéronique. Et vous savez que la progestérone est une hormone absolument nécessaire pour le maintien de la grossesse. Bloquer la progestérone provoque l'interruption de la grossesse. La mifepristone, donc commercialisée sous le nom de mifégine, n'est pas en vente libre dans les pharmacies. Son accessibilité se fait via les pharmacies d'hôpitaux, un peu comme l'érythropoïétine et d'autres substances à distribution limitée. Donc, il faut se la procurer dans une pharmacie d'hôpital en remplissant des documents un peu compliqués et avec une ordonnance individuelle par patiente et par comprimé. Vous voyez, c'est un peu compliqué comme source d'approvisionnement, mais enfin, dans l'ensemble, ça fonctionne. Et depuis donc l'accessibilité de ce médicament, nous avons pu expérimenter cette méthode d'avortement médicamenteux, à ne pas confondre avec l'avortement médical, qui lui s'adresse à des grossesses tardives. Je peux vous en expliquer la procédure si vous souhaitez après. Donc, on parle bien ici d'avortement médicamenteux réservé à des grossesses jeunes, bien que efficace, même pour des grossesses plus avancées. Mais nous le réservons à des grossesses jeunes pour les raisons que je vais vous expliquer. Donc, cette méthode est très efficace et elle consiste à associer de la mifepristone 200 mg, suivi après 36 à 48 heures de prostaglandine, et nous utilisons le misoprostol 200 microgrammes par comprimé, commercialisé sous le nom de Cytotec. Nous utilisons 4 comprimés de misoprostol 200 microgrammes que nous administrons en intravaginal. C'est efficace également en sublingual ou péros, mais nous sommes à peu près convaincus que la voie vaginale est la plus efficace. Donc, en associant un comprimé de mifepristone suivi après 24 à 48 heures, non, 36 à 48 heures, pardon, de 4 comprimés de Cytotec en intravaginal, dans 95 à 98% des cas, nous allons avoir l'expulsion spontanée de la poche de la grossesse dans le cadre d'un scénario qui est véritablement un scénario de fausse couche provoquée.
Donc, on va provoquer une fausse couche avec une efficacité de fausse couche complète, donc ne nécessitant pas de curetage, de révision par curetage, dans 95 à 98% des cas. C'est une fausse couche. Donc, ça veut dire que la patiente a des crampes, elle saigne beaucoup, longtemps, et elle expulse des caillots et une poche. Plus la poche est grosse, plus l'effet, le contact visuel avec la poche et éventuellement avec l'embryon dans la poche, plus ce scénario est probable. Raison pour laquelle je trouve à titre personnel qu'il faut limiter cette méthode à 8 semaines d'aménorrhée. Même si la méthode est très efficace, à 9 semaines, 10 semaines, 11, 12, 13 semaines, la méthode reste très efficace, mais il faut bien se rendre compte que la patiente doit faire une fausse couche beaucoup plus compliquée, beaucoup plus pénible, plus douloureuse, plus hémorragique, avec un contact visuel avec une poche et un embryon. Personnellement, je ne trouve pas ça un grand progrès. Je ne suis donc pas partisane, encore une fois à titre personnel, de pratiquer les IVG médicamenteuses au-delà de 8 semaines d'aménorrhée. C'est une méthode qui n'est pas facile, qui n'est pas confortable, et il ne faut pas imaginer que c'est une méthode simple. Je vois beaucoup de femmes arriver avec l'idée qu'elles vont prendre des médicaments et que ça va aller tout seul. Non, ça ne va pas tout seul. Ça fait mal, ça saigne fort, ça fait peur, et quand on a un contact visuel avec la poche, ce n'est pas confortable sur le plan psychologique du tout. Je suis très inquiète de voir l'augmentation du nombre d'avortements médicamenteux comme réponse à l'absence de médecins capables de pratiquer un curetage, c'est-à-dire de pratiquer la méthode que je vais vous expliquer maintenant, c'est-à-dire la méthode d'aspiration sous anesthésie locale. C'est une méthode qui demande évidemment un petit peu de technique, même si elle n'est pas très compliquée, qui demande un petit peu de technique. Et comme nous avons de moins en moins de médecins capables de pratiquer cette technique, on se rabat de plus en plus sur l'IVG médicamenteuse en augmentant l'âge de la grossesse par défaut. Je pense que c'est une dérive inquiétante et qui n'est pas le signe d'un progrès pour les femmes. La méthode par aspiration, donc qui consiste à utiliser ce qu'on appelle une vacu-aspiration, donc on utilise une pompe d'aspiration gynécologique pour vider la cavité utérine sous anesthésie locale, bien entendu, avec une préparation analgésique concomitante. Et cette méthode, nous l'utilisons depuis pratiquement 6 semaines d'aménorrhée jusque 14 semaines d'aménorrhée. Et nous pourrions aller au-delà, jusque 16 semaines d'aménorrhée, et même 16-17 semaines d'aménorrhée, si la loi nous y autorisait. Cette méthode, dans des mains un peu expérimentées, dure environ un quart d'heure, 20 minutes, et puis la patiente peut rentrer chez elle. Elle aura des saignements apparentés à des règles, à peine plus abondants les 24 premières heures que des règles, et la situation est sous contrôle sur le plan analgésique et sous contrôle sur le plan du timing, ce qui n'est pas le cas de la méthode médicamenteuse, puisque dans la méthode médicamenteuse, le décours de la procédure est apparenté à celui d'une fausse couche. Ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Personne ne peut dire avant de commencer quand l'expulsion de la poche effectivement aura lieu. Donc, moi, je pratique les deux méthodes en laissant le choix aux patientes, si leur grossesse est inférieure à 8 semaines, mais en essayant aussi de leur dire que ne faut pas penser que la méthode médicamenteuse est une méthode simple. Parce que souvent, encore une fois, les patients commencent à être simples. Je vois que ma connexion Internet est à nouveau instable. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, je continue. Toujours bien. Toujours bien. OK, ça va. Donc, vous n'avez pas de questions à ce point. Là, je suis plus ou moins claire. Donc, dans nos centres extra-hospitaliers, nous n'avons évidemment pas la possibilité
de pratiquer des avortements sous anesthésie générale. Nous n'avons pas d'anesthésiste, nous n'avons pas de pièce de repos et nos locaux sont des locaux qui ressemblent un peu à des petites maisons, comme disent les Français. Les Français disent, les Belges font leurs avortements dans des petites maisons. Alors, pour ceux qui sont déjà allés dans des centres de planification familiale à Bruxelles ou en province, effectivement, ils savent que nos maisons ressemblent à une maison particulière. Donc, il n'y a pas de plateau véritablement médicalisé qui nous permettrait de faire des avortements sous anesthésie générale. Donc, dans les deux cas, évidemment, la pratique est complètement ambulatoire. Et il faut ajouter que, avec la période récente que nous connaissons, n'est-ce pas, de ce virus, le Covid, je crois qu'il s'appelle, n'est-ce pas? Oui, le Covid. Bref, depuis un an, nous avons expérimenté, pour des raisons évidentes d'évitement de déplacement, nous avons expérimenté l'IVG médicamenteuse à domicile. Donc, pour certaines patientes qui peuvent le faire, qui sont dans un environnement sécurisant à la maison, qui peuvent faire donc une fausse couche seule, entre guillemets, à la maison, nous avons expérimenté cette méthode les jours où nous étions au planning, où elles pouvaient nous rejoindre au planning en cas de problème, les problèmes étant des douleurs insupportables, des saignements extrêmement importants, bref, une pénibilité telle qu'il m'arrive, moi, parfois, de proposer à la patiente d'interrompre la méthode pour aspirer, pour faire une aspiration, tellement les effets secondaires sont importants. Donc, nous avons expérimenté cette méthode et un certain nombre de patientes sont contentes. Elles sont contentes de faire ça chez elles. Nous restons hotline, donc nous les appelons, elles peuvent nous appeler, elles peuvent arriver chez nous si elles ont un souci, mais elles préfèrent faire ça chez elles et c'est bien. Si c'est un vrai choix, si c'est une vraie liberté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je voudrais simplement dire que renvoyer les femmes chez elles parce qu'on n'a pas de place au centre ou parce que les médecins sont trop occupés ou parce qu'on n'a pas le temps, alors ce n'est pas un vrai choix et ça, ce n'est pas bien. Et je sais qu'un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre de services gynécologiques dans les hôpitaux proposent aux patientes une IVG médicamenteuse à domicile en leur donnant le kit de médicaments et le mode d'emploi. Et en cas de problème, vous n'avez qu'à venir à la garde. Ça, je trouve que c'est pas bien parce que c'est quand même quelque chose qui est générateur d'inquiétude chez les femmes et il faut les accompagner. Je veux dire, les renvoyer à la maison avec un mode d'emploi, tel médicament tel jour, tel médicament tel jour, en cas de douleur, un peu de paracétamol, et si vous avez des nausées, un peu de motilium sublingual, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, ben vous venez à la garde, où elles sont reçues, on ne sait pas très bien par qui, le médecin de garde qui n'y connaît rien dans les IVG médicamenteuses, ça ne va pas, ce n'est pas respectueux des femmes et ce n'est pas respectueux d'un travail bien fait. Mais ça se fait. Et ça s'est fait beaucoup avec le Covid pour éviter les déplacements, éviter les encombrements, éviter les rencontres, etc. Enfin bref, éviter les contacts en général. C'est un plus pour certaines femmes, c'est certainement un choix supplémentaire, mais moi je pense que rentrer chez soi tout seul pour faire sa petite fausse couche dans son coin, dans la solitude, ce n'est pas forcément le signal d'un grand progrès. Voilà, donc nous pratiquons toutes ces méthodes-là, à l'exception évidemment, encore une fois, de l'IVG sous anesthésie générale, qui est parfois une demande de certaines femmes ou parfois une indication nécessaire dans des problèmes très graves, voilà, où une de ces deux méthodes n'est pas possible. Alors nous référons les patientes vers certains hôpitaux qui pratiquent l'IVG par aspiration sous anesthésie générale. Je vous disais donc que en matière d'avortement et pour que les choses se passent bien, une bonne loi ne suffit pas. Une bonne loi ne suffit pas parce que si on n'a pas de praticien, une bonne loi ne sert à rien. Si on n'a pas de lieu correctement équipé et suffisamment disponible, une bonne loi ne sert à rien. Ainsi, par exemple, en France, où ces 10 dernières années,
On a vu beaucoup de centres d'avortement qu'on appelle la centre d'orthogénie. On a vu beaucoup de centres d'avortement qui ont fermé et les femmes doivent attendre plusieurs semaines avant d'avoir une réponse à leur demande, sauf si elles veulent rentrer à la maison avec leurs petits médicaments pour avorter dans leur coin. Alors ça peut se faire tout de suite. Ce n'est plus un vrai choix et on voit de plus en plus de tourisme abortif de Françaises qui sont frontalières et qui viennent avorter chez nous en Belgique. Donc vous voyez que, et pourtant, la loi française est une bonne loi, mais il n'y a plus assez de lieux pour l'exercer et il n'y a plus assez de praticiens pour le faire. Alors la bonne loi ne suffit pas. Lorsque les délais d'attente sont trop importants, la loi, effectivement, n'est pas suffisante. Il peut y avoir des problèmes de confidentialité tels que la bonne loi ne suffit pas non plus. Ainsi, il existe des pays en Europe où, pour les mineurs, l'autorisation parentale est exigée. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas le cas chez nous. La loi n'exige pas en Belgique l'autorisation parentale pour un mineur, une mineure qui veut se faire avorter. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai entendu que c'était quelque chose de pas très bien connu par les médecins. Donc les médecins doivent bien savoir que rien n'oblige une mineure à avoir l'autorisation des parents et rien n'oblige un médecin qui va pratiquer un avortement sur une mineure d'avoir un consentement parental. Mais par contre, dans d'autres pays, c'est le cas et c'est évidemment un frein à l'application de la loi puisque, en général, enfin, pas en général, mais un certain nombre de mineurs ne sont pas dans des conditions d'obtenir une autorisation parentale et vont faire l'avortement à l'insu de leurs parents. Donc, une bonne loi, encore une fois, ne suffit pas. Et j'ai peur qu'en Belgique, cette loi que nous espérons encore pouvoir améliorer, puisque nous avons mis une grosse pression avant la composition de cet actuel gouvernement pour que une loi soit votée en dehors de l'existence d'un gouvernement, mais par une majorité parlementaire qui existait. Hein. Il existait une majorité parlementaire pour voter une loi qui aurait permis l'avortement jusque 18 semaines en supprimant le délai de réflexion. Mais malheureusement, la montée au gouvernement des partis chrétiens les partis chrétiens qui sont montés au gouvernement ont mis comme condition à leur participation au gouvernement qu'on ne rouvre plus le débat sur la loi. Et donc, je pense que cette loi est à nouveau enquistée pour 4 années au moins. Je crains que ce ne soit comme ça. Ça a toujours été comme ça, l'histoire de l'avortement en Belgique. L'histoire de l'avortement en Belgique a toujours fait l'objet de marchandages invraisemblables entre les partis, où on te donne quelque chose contre autre chose. Et ici, c'est je veux bien participer au gouvernement, mais on ne parle plus d'avortement pendant 4 ans. Et donc, on va continuer d'envoyer les femmes se faire avorter en Hollande, puisque nous n'avons pas d'alternative à leur proposer en Belgique. Les lobbies anti-avortement sont également un frein à l'accessibilité à l'avortement, malgré les bonnes lois. Les lobbies anti-avortement, qui sont-ils? Ce sont des groupes ou des groupuscules ou des groupes parfois beaucoup mieux organisés euh, qui sont, comment dirais-je, qui sont très, très actifs sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes sortes de sites. Ces lobbies anti-avortement ont souvent un discours qui est un discours caché derrière l'éthique, derrière le droit des femmes, derrière le droit des enfants, derrière la liberté de naître, toutes sortes de concepts avec lesquels on ne peut pas ne pas être d'accord, mais qui sont des concepts écrans qui cachent des lobbies anti-avortement extrêmement puissants. En Belgique, nous n'avons pas trop à nous en plaindre, en tout cas actuellement. Mais dans d'autres pays d'Europe, et notamment en France, en Italie, en Allemagne, ces lobbies sont extrêmement puissants, toujours associés soit
à des partis d'extrême droite, soit à des groupes religieux plus ou moins intégristes. Mais attention, groupes religieux plus ou moins intégristes, par ailleurs, très fortement soutenus et financièrement aidés par les églises traditionnelles. Il faut bien savoir qu'en matière d'avortement, les trois religions monothéistes s'entendent comme larron en foire contre les praticiens de l'avortement. Ça, c'est très clair, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas de problème entre les trois églises monothéistes pour taper sur la pratique de l'avortement. Donc ces lobbies sont très puissants. Ils ont actuellement plus la possibilité de dire que l'avortement est dangereux pour la santé physique des femmes en Europe. Effectivement, en Europe, en Belgique en particulier, plus aucune femme ne meurt des suites de l'avortement, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans, n'est-ce pas, où les femmes en Europe, en France, en Belgique, partout en Europe, avortaient dans des conditions clandestines et mourraient des suites d'avortement unsafe, d'avortement pratiqué dans des conditions dangereuses. Ce n'est plus le cas actuellement dans les pays d'Europe, sauf en Pologne, à Malte et en Irlande du Nord, bien qu'une loi récente soit passée en Irlande, mais la pratique clandestine n'est pas encore totalement supprimée en Irlande. En revanche, en Pologne et à Malte, qui sont les deux derniers pays européens à refuser toute pratique de l'avortement, même en cas de viol, même en cas pour Malte, en tout cas, même en cas de viol, même en cas de malformation de l'enfant à naître, l'avortement clandestin, évidemment, ramène, comme toujours, son lot de catastrophes sanitaires pour les femmes. Mais donc, il n'y a plus de femmes qui meurent d'avortement et il n'y a plus de femmes qui payent de leur fertilité le prix de l'avortement en Europe. Alors, les lobbies anti-avortement se sont davantage rabattus vers les complications psychologiques de l'avortement. Et donc, maintenant, le paquet est mis là-dessus, les complications psychologiques de l'avortement. Les femmes qui avortent vont avoir toute une série de misère psychologique. Alors, on a tenté, c'est-à-dire les lobbies anti-avortement, ont tenté de décrire tout ça sous le vocable de syndrome post-avortement. Et si vous regardez sur Internet syndrome post-avortement, vous allez trouver toute une série de définitions. La plupart émanent de ces lobbies anti-avortement et vous verrez que ça va de choses possiblement évidentes comme des angoisses, des insomnies, des cauchemars, jusqu'à de la stérilité, du cancer du sein, de l'aversion sexuelle, de la frigidité, etc., etc. Enfin bref, ce syndrome avortement, on y fourre tout et n'importe quoi, et il a été moins d'eux qu'il ne soit inscrit au DSM-5. Vous connaissez le DSM, c'est cette Bible des pathologies mentales américaines qui en rajoute à chaque version un peu plus, puisque au DSM-4, au DSM-1, pardon, je crois qu'il y avait 30 pathologies mentales, maintenant il y en a 250. Il faut savoir que le DSM est écrit par des gens qui, la plupart d'entre eux, sont également partie prenante dans la commercialisation des médicaments anxiolytiques, antipsychotiques, neuroleptiques, antidépresseurs, etc., etc. Donc, ces gens ont des conflits d'intérêts majeurs et ce DSM, je vous engage à avoir la plus grande circonspection quant à la crédibilité qu'on peut lui accorder. Bon. Ceci étant, c'est quand même la Bible des pathologies mentales et il s'en est fallu de peu que le syndrome anti-avortement ne soit inscrit au DSM-5, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, nous en sommes quittes. Quelle est la réalité des problèmes psychologiques qui font suite à un avortement? La réalité, et elle a été documentée par des études, c'est que d'abord, le trouble psychologique qui suit un avortement sera d'autant plus probable qu'un trouble psychologique préexistait à la pratique de cet avortement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le trouble psychologique
en lien avec l'avortement ne se manifestera souvent que très tardivement et surtout chez les femmes dont leur histoire de fécondité, de maternité, de féminité aura été insatisfaisante. Donc, par exemple, une femme qui aura avorté à 18 ans parce que pour des raisons évidentes, elle est étudiante, les parents ne sont pas au courant, elle n'a pas les moyens financiers, son couple est instable, enfin, il n'y a pas de place pour une grossesse dans cette affaire-là. Cette femme vivra les regrets de son avortement à 50 ans si son histoire de vie est telle qu'elle n'aura pas eu d'enfant, pas de couple, pas de stabilité dans une histoire possible de fécondité où cet avortement reviendra comme un échec avec tout un tas de conséquences psychologiques. Vous voyez que les conséquences psychologiques de l'avortement ne peuvent pas se mesurer dans l'immédiateté, même si dans l'immédiateté, on peut observer des sentiments de culpabilité et des sentiments de honte parfois, qui sont fortement en lien avec le regard que la société porte sur les femmes qui avortent, n'est-ce pas? Donc, on a quand même par rapport à ce qu'on observe dans le regard porté sur les femmes qui avortent, c'est quand même très souvent des sentiments négatifs, des sentiments inducteurs de culpabilité. Hein, donc, les femmes qui avortent, comment est-ce possible, avec tout ce qu'on a maintenant pour empêcher un avortement, tous les contraceptifs à disposition, comment est-ce possible que ça arrive encore? Enfin, toutes sortes de remarques comme ça qui sont inductrices de culpabilité et qui font que les femmes avortent souvent dans une grande solitude. Elles n'osent pas en parler, elles ne veulent pas en parler, elles vivent cette histoire-là très seules. Donc on observe quand même très souvent beaucoup de solitude et beaucoup de culpabilité, mais encore une fois, c'est le regard porté sur qui est inducteur de cette solitude et de cette culpabilité. Et ça, ce sont les sentiments psychologiques qu'on observe le plus souvent tout de suite, dans l'immédiateté. Donc, les femmes arrivent nous voir parfois seules, parfois avec leur compagnon, parfois avec un accompagnant, un parent, etc. Mais en ayant déjà été voir sur Internet, parce que quand même, Internet, c'est là où on s'informe majoritairement à l'heure actuelle, elles sont allées voir sur Internet et donc elles ont eu contact avec les sites et les lobbies anti-avortement et donc elles arrivent avec énormément d'appréhension qui ajoute encore à leur sentiment de culpabilité et à leur solitude. Je vais faire une pause une petite seconde parce que je suis dans le noir complet ici et donc je vais essayer d'allumer une lumière. Je suis dans le noir le plus total. Ça va. Je ne sais pas si ça ira mieux comme ça, mais je ne sais pas si vous me voyez mieux. Non, je crois que c'est pire. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas si ça va mieux ou pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous voit, on vous entend. Ok. C'est toujours un peu noir, Oui, c'est toujours un mais peu bon, noir voilà. parce que je suis un Mais peu on vous dans un voit. trou. Comme je me suis rapprochée du routeur, je suis un peu dans un trou là. Et avec le jour qui tombe, j'ai l'impression d'être C'est pas de effectivement tout à fait souci. dans le noir. Mais bon, On vous voit quand même. on voit quand même. OK. Alors, je voulais vous dire un peu, d'abord vous dire un peu qui sont ces femmes qui avortent, hein, qui sont-elles, et puis vous parler des cas particuliers des grossesses tardives qui sont souvent très interpellantes et que donc actuellement nous envoyons vers la Hollande. Ah, j'avais un peu de lumière, Serge. Tu as allumé la lumière en haut, Serge? Non, enfin, je reste dans le noir, ça n'a pas d'importance. Donc, qui sont les femmes qui avortent? Eh bien, les femmes qui avortent, c'est nous toutes. Je veux dire, c'est des femmes jeunes, c'est des femmes moins jeunes, c'est des femmes riches, c'est des femmes pauvres, c'est des femmes seules, c'est des femmes en couple, c'est toutes sortes, c'est tout le monde.
c'est vous, c'est votre sœur, c'est votre cousine, c'est votre maman, c'est votre voisine, c'est votre enseignante, c'est votre professeur, c'est votre fille, c'est tout le monde qui avorte. Quels sont les âges moyens auxquels les femmes avortent? Alors, il faut bien imaginer que la courbe de l'avortement suit la courbe de la fécondité. C'est une gaussienne, hein? Donc c'est une courbe de Gauss. Hein? Je vous fais le dessin de la courbe de Gauss comme un chapeau, tout le monde connaît la courbe de Gauss, avec un aplatissement, je vais dire, à l'adolescence et un aplatissement après 45 ans et un maximum de la courbe de Gauss entre 25 et 35 ans qui correspond à l'âge maximum de la fécondité, c'est-à-dire la tranche d'âge pendant laquelle les femmes également accouchent. Donc, la courbe des avortements est une gaussienne parallèle à la courbe des naissances, à la courbe de la fécondité, avec une proportion, comme je vous l'ai dit, d'à peu près un avortement pour 4 à 5 naissances vivantes. Donc, il y a extrêmement peu d'adolescentes qui recourent à l'avortement. Des adolescentes de moins de 15 ans, je crois qu'on en a avorté 10 l'année dernière sur toute la Belgique, de même qu'il y a très peu de femmes après 50 ans qui recourent à l'avortement. On a peut-être avorté une dizaine de femmes de plus de 50 ans ou 20 femmes de plus de 50 ans au cours de l'année dernière. Donc, la majorité des femmes qui avortent ont entre 25 et 35 ans et la gaussienne s'aplatit de chaque côté pour arriver à pratiquement zéro avant 13 ans et après 55 ans. Les femmes qui avortent sont dans tous les cas des femmes plus fécondes que les autres. Aussi bien, aucune femme ne fait exprès de tomber enceinte pour le plaisir d'avorter. Ça n'existe pas. Certaines femmes testent leur fécondité par une grossesse non désirée. Je vous en dirai 2 mots après. Mais aussi bien, aucune femme ne fait exprès de tomber enceinte pour le plaisir d'avorter. Donc, les femmes qui avortent sont des femmes qui, de toute façon, ont fait un peu attention. Alors, elles ont oublié une pilule, elles utilisent un préservatif, mais pour une fois, elles n'en ont pas mis, elles ne savent pas très bien ce qui est arrivé, ou bien elles ont pris une pilule du lendemain, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, bref, elles vous racontent toujours une histoire de tentative d'évitement de la grossesse qui est survenue quand même. Et c'est pour ça que je dis, les femmes qui avortent sont des femmes plus fécondes que les autres. D'ailleurs, dans les études que nous faisons, ces femmes ont toujours plus de grossesses que la moyenne des autres femmes. Elles ont plus qu'un avortement pour certaines d'entre elles et elles mettent au monde plus d'enfants que la moyenne des femmes en général. Ce sont des femmes très fécondes et c'est très important de savoir que l'avortement ne va en rien altérer leur fécondité. C'est très important de le savoir et c'est très important de le leur dire. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes qui font un avortement et qui vivent cela avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, quelque chose qui n'est pas autorisé, la punition doit exister quelque part, parce que quand on a fait quelque chose de mal, il faut être puni, n'est-ce pas? Et donc, c'est vite fait le lien entre j'ai fait quelque chose de mal, je ne saurais plus avoir d'enfant. Et donc, les femmes testent de manière plus ou moins inconsciente leur capacité de fécondité après un avortement en retombant enceinte d'une grossesse qui n'est pas forcément plus désirée que la première et qui fera également l'objet d'un avortement. Quand on se rend compte qu'on est dans ce mécanisme-là, qui est un mécanisme souvent inconscient, il faut l'arrêter tout de suite en disant bien à ces femmes, Madame, vous êtes plus féconde que la moyenne et vous resterez plus féconde que la moyenne jusqu'à la fin de votre vie. Si vous ne faites pas attention, si vous cherchez le diable, vous allez toujours le trouver quelque part. Et de fait, dans les services de fécondité, il existe extrêmement peu de femmes qui ont avorté. Je parle des femmes européennes, hein. Je ne parle pas des femmes africaines ou des femmes latinos qui ont avorté en Afrique dans des conditions invraisemblables, qui se retrouvent en Belgique et qui consultent un centre de fertilité parce qu'elles sont devenues infécondes des suites d'un avortement pratiqué en Afrique. Je vous parle des femmes belges ou des africaines vivant en Belgique, mais enfin des femmes qui n'ont jamais subi d'avortement unsafe
il n'y en a pratiquement pas dans les services de fécondité, preuve que l'avortement n'a pas pour conséquence de modifier la fécondité des femmes. Mais ces femmes le pensent, ces femmes le pensent. Et donc, ces femmes, je vous le dis, ce sont des femmes plus fécondes que les autres, plus fécondes que la moyenne. Ces femmes-là oublient une pilule et elles tombent enceintes. Alors que beaucoup de femmes oublient une pilule et il leur arrive rien du tout. Vous savez que la fécondité est quand même extrêmement variable d'une personne à l'autre. Alors, qui sont ces femmes? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs demandes? Alors, je dis tout de suite, nous n'avons pas à les juger. Nous avons des femmes qui ont 5 enfants et qui disent, moi j'ai 5 enfants, je n'en peux plus, je viens de perdre mon emploi, j'en ferai pas un sixième. Et on peut tout à fait comprendre, évidemment. Et puis, vous avez des femmes qui disent, moi, je viens de faire construire une maison dans laquelle j'ai prévu 4 chambres, une chambre pour mon mari et moi, une chambre pour nos 2 enfants et une chambre d'amis. Je suis enceinte, il n'est pas question que nous ayons un troisième enfant. Ma vie est organisée pour en avoir 2. Est-ce entendable, n'est-ce pas entendable? Moi, ça ne me regarde pas. Les raisons pour lesquelles une femme décide qu'une grossesse ne deviendra pas une maternité sont des raisons qui la regardent et qui ne me regardent pas moi. Néanmoins, les femmes ont souvent besoin de le dire, d'expliquer. C'est pour ça aussi que nous savons qui elles sont et quelles sont leurs motivations. Très souvent, derrière les demandes d'avortement, il y a des problèmes sociaux ou des problèmes psychologiques ou des problèmes relationnels. Il est extrêmement rare que nous pratiquions un avortement volontaire, donc une IVG, pour des raisons médicales, de femmes qui demandent un avortement parce qu'elles auraient eu une séroconversion toxoplasmique, par exemple, ou un problème comme ça. C'est extrêmement rare, très très rare. La plupart du temps, ce sont des problèmes de couple, ce sont des problèmes d'emploi, ce sont des problèmes d'argent, ce sont des problèmes de jeunesse, d'instabilité dans les couples. On est trop jeune, ou le couple est instable, ou le couple est en voie de séparation, ou c'est un couple reconstitué mais depuis trop peu de temps que pour avoir un projet d'enfant dans le couple. Donc ce sont presque toujours des problèmes de type psychosociaux relationnels qui motivent l'interruption de la grossesse. Ces femmes sont riches ou pauvres, il n'y a pas vraiment de différence, bien que nous voyons probablement davantage de femmes socialement moins favorisées, puisque dans nos centres, l'avortement est accessible à un coût réduit, les femmes ne payent rien, 3 euros, et que probablement les femmes plus fortunées trouvent réponse à leurs problèmes auprès de gynécologues privés, vraisemblablement dans des institutions privées ou dans des polycliniques privées, etc. Donc, dans notre population, nous avons davantage de femmes un peu plus défavorisées que les autres, mais nous savons que cela peut en tout cas arriver à toutes les femmes. Et malheureusement, ça arrive plus aux femmes fécondes qu'aux femmes qui sont moins fertiles. Voilà donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Je vais bientôt m'arrêter parce que là, je vais vous parler de cas particuliers des grossesses tardives, c'est-à-dire des grossesses qui sont de femmes qui nous consultent alors qu'elles sont déjà enceintes de 14, 15, 16, 17, 18, 19 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes? Qu'est-ce qui s'est passé pour elles pour arriver tellement tard dans leur demande que nous ne pouvons plus les aider, que nous sommes obligés de les référer vers la Hollande si elles sont à moins de 22 semaines ou, ultime alternative, les envoyer accoucher sous X, c'est-à-dire abandonner un enfant à terme. Accoucher sous X, je vous en dirai 2 mots puisque nous travaillons avec les centres français et les maternités françaises qui sont les seules en Europe à accepter l'accouchement sous X, donc dans l'anonymat le plus complet. Ce n'est pas autorisé chez nous en Belgique.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez ces femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, il y a eu tout ce qu'on peut imaginer comme des retards au diagnostic. Des retards au diagnostic qui sont des situations parfois catastrophiques, mais consécutives aussi au contraceptif long-acting qui entraîne de l'aménorrhée. Hein. Vous savez que les implants sous le bras, les dispositifs intra-utérins à la progestérone, les vonorgestrel, donc les Mirena et autres, les Vocert, les autres Kilena, etc. Donc les stérilets hormonaux, les implants sous le bras, les injections trimestrielles de Depo-Provera, la prise en continu de progestatifs, et même la prise en continu de pilules classiques sont toute une série de méthodes contraceptives qui entraînent de l'aménorrhée. Si une grossesse survient parce que pour une raison ou pour une autre, ces méthodes ont foiré, eh bien la patiente va passer d'une aménorrhée contraceptive à une aménorrhée de grossesse. Mais elle n'est pas étonnée de son aménorrhée, puisqu'elle l'est en aménorrhée. Et on voit comme ça arriver certaines patientes enceintes sur un implant, par exemple, dont on a oublié de dire que comme cet implant, comme la femme est en surpoids, son implant ne doit pas être laissé pendant 3 ans, 2 ans, il vaut mieux le retirer après 2 ans. Et donc, on a oublié de lui dire, et donc cette femme est tombée enceinte après 2 ans sur un implant qui est toujours en place, et elle est passée d'une aménorrhée d'implant à une aménorrhée de grossesse, qui n'a pas inquiété, sauf au moment où elle s'est dit, c'est quand même bizarre, j'ai une boule dans mon ventre. Effectivement, cette boule dans son ventre est une grossesse de 28 semaines. On voit des choses comme ça. Alors, c'est un peu étrange, mais ça se voit d'autant plus que ces femmes n'ont aucune envie d'investir une grossesse. Alors, c'est comme moi que quand une femme a envie d'investir une grossesse, elle sent déjà son bébé bouger à 10 semaines, ce qui est complètement impossible. Une femme qui, au contraire, ne peut même pas imaginer qu'elle soit enceinte, celle-là ne sentira rien bouger, même à 5 mois ou à 6 mois de grossesse. Hein. Donc, on voit arriver comme ça des grossesses tardives chez des femmes chez qui il n'y a pas un véritable déni. Le problème du déni existe aussi, des femmes qui dénient une grossesse. Vous savez, ce problème du déni est un problème absolument étonnant, hein, mais on connaît des cas un peu exceptionnels, comme ça, un peu faits divers, de femmes qui accouchent et qui sont envoyés à l'hôpital par leur médecin généraliste pour mise au point d'une masse abdominale douloureuse. Hein. Et cette masse abdominale douloureuse, c'est une grossesse en train d'accoucher. Hein. On a vu ça. On a vu ça. Tant il est vrai que le déni est contagieux. Hein. Contagieux pour l'entourage et contagieux pour le médecin aussi. Mais dans le cas d'aménorrhées de grossesse qui font suite à une aménorrhée contraceptive, on n'est pas dans le déni. On est vraiment dans une habitude d'aménorrhée avec une impossibilité d'imaginer que cette aménorrhée soit due à une grossesse. Il y a des situations d'ambivalence terribles qui amènent les femmes parfois au-delà des limites. Ces situations d'ambivalence, ce sont des femmes qui véritablement n'arrivent pas à se décider. Elles n'arrivent pas à se décider et puis à un moment donné, elles sont hors délai et la décision va s'imposer d'elle-même ou alors elles iront en Hollande, ce que certaines font parfois. On a aussi, c'est plus rare et c'est heureusement de moins en moins rare, des femmes qui sont dans une telle solitude et une telle méconnaissance des possibilités qui leur sont offertes d'avorter qu'elles reportent de semaine en semaine et de semaine en semaine jusqu'à dépasser les délais possibles. Il y a des cas, heureusement de moins en moins fréquents, mais il y en existe encore, où la rétention de la femme est opérée par des intervenants médicaux. Un généraliste opposé à l'avortement, un gynécologue opposé à l'avortement, qui fait revenir ces femmes une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour contrôler madame, on n'est pas sûr de l'âge, on n'est pas sûr du diagnostic, et on les traîne comme ça jusqu'à arriver au-delà du délai légal des 12 semaines de conception, 14 semaines d'aménorrhée. On en voyait plus il y a 10-15 ans, on en voit plus exceptionnellement, mais ça arrive encore actuellement.
Enfin, il y a des femmes qui sont dans un tel état, ça c'est difficile à imaginer sur le plan psychologique, mais qui sont dans un tel état de stress que le stress les paralyse complètement. Elles n'arrivent pas à prendre leur téléphone, à regarder, à chercher un lieu où s'adresser, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et elles finissent par arriver chez nous à la limite extrême, voire à la limite dépassée, et on doit les envoyer en Hollande. Nous travaillons effectivement beaucoup avec les Hollandais qui ont une loi autorisant l'avortement jusque 22 semaines d'aménorrhée, donc 20 semaines de grossesse. Tous les centres hollandais ne le font pas, mais certains le font. Et donc, nous envoyons ces femmes en Hollande où elles sont obligées de se rendre à l'étranger. Enfin, les Hollandais sont bien gentils et parlent bien le français, mais ils sont très attachés aussi à leur revenu financier. Donc, ça va leur coûter 1 000 euros, non remboursés par la mutuelle, plus le déplacement, plus le voyage, quelquefois la nécessité de séjourner une nuit sur place si le centre est éloigné de la frontière et que le rendez-vous a lieu tôt le matin. Bref, c'est une intervention compliquée et coûteuse. Il y a aussi parmi ces femmes qui arrivent tardivement toute une série de femmes qui sont confrontées à des problèmes psychiatriques ou à des problèmes de handicap mentaux, des problèmes de consommation, d'addiction de différentes substances, etc., qui sont des femmes out of the reality sur le plan psychologique, presque psychiatrique, et qui arrivent très tardivement avec des grossesses qui sont, voilà, qui sont complètement, enfin, ce sont des cas, des grandes misères. Le fait est qu'actuellement, les femmes que nous devons envoyer en Hollande sont très souvent des grandes misères, ce qui me fait dire que la Belgique n'assume pas ses responsabilités en nous obligeant d'exporter nos misères à l'étranger, et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc voilà, je pourrais encore vous parler beaucoup de l'avortement parce que comme vous voyez, c'est un sujet que je connais bien depuis très longtemps. Mais là, ça fait plus d'1 h 15 que je vous bassine avec mon exposé. Donc je vais quand même vous donner la parole et voir si vous avez des questions ou des remarques ou quoi. Prenez la parole sans que je ne vous la donne, hein. Il y avait déjà une question sur le chat, si vous pouvez m'entendre. Oui, je vous entends, mais lisez-moi la question parce que je Oui, ne je sais vais pas. le lire. Je vais la lire. Allez-y. Donc, c'est Cécile Laure qui dit: Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Pourriez-vous parler des risques liés aux deux procédures, s'il vous plaît, même si les risques sont quasiment absents en Belgique? Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Alors, je vais plutôt vous parler des effets secondaires plutôt que des risques, même si, voilà, les risques existent. Donc, commençons par la méthode médicamenteuse. La méthode médicamenteuse, alors il y a des contre-indications bien entendu, qui sont les allergies aux produits, qui sont les maladies hémorragiques, qui sont les anémies importantes, qui sont les insuffisances hépatiques rénales importantes, etc., etc. Bref, des contre-indications médicales et toute une série de contre-indications plutôt psychologiques à cette méthode-là, puisque c'est une fausse couche provoquée. Les effets secondaires de la méthode médicamenteuse, je vous l'ai dit, c'est la pénibilité liée à la fausse couche elle-même, donc des crampes, des saignements hémorragiques très importants, mais aussi des effets secondaires liés aux prostaglandines qui sont les nausées, les vomissements et les diarrhées. Donc ça, ce sont des effets secondaires extrêmement fréquents. Les risques, c'est une fausse couche incomplète, donc une rétention qui va nécessiter soit de redonner des cytotèques après un délai d'une quinzaine de jours, soit de faire une aspiration, donc un curetage de révision d'une rétention. C'est souvent une rétention villositaire ou une rétention de caillots. C'est plus de la grossesse évolutive, mais c'est une rétention qui ne s'expulse pas spontanément et donc il faut pratiquer un curetage évacuateur, un curetage de révision. Cette situation est rare, c'est de l'ordre de 1 à 2% des cas.
il existe aussi une complication qui est la grossesse évolutive, c'est-à-dire des grossesses qui n'ont pas répondu aux médicaments. Ce sont des femmes qui n'ont pas de récepteur, si vous voulez, à la mifepristone, donc à la mifégine, et qui on leur administre la mifepristone, c'est comme si on leur avait rien donné du tout. Ce sont des femmes qui, c'est très rare. C'est dans mon expérience nettement moins de 1% des cas de grossesse évolutive. Et bien entendu, ce sont des grossesses qu'il va falloir cureter, puis ça ne sert à rien de renouveler l'expérience de la méthode médicamenteuse dans ces cas-là. Donc ça, ce sont les effets secondaires et les complications de la méthode médicamenteuse. Alors, les effets secondaires et les complications de la méthode chirurgicale, qui, je vous le dis tout de suite, est opérateur dépendant. Donc, elles sont les déchirures de col, les fausses voies, les avortements incomplets, donc les rétentions et les perforations utérines. Alors ça, c'est très opérateur dépendant pour des raisons évidentes. Les déchirures de col, ça c'est souvent les podsies qui provoquent des déchirures de col. La podsie est mal posée, on tire trop sur la podsie et on déchire le col. La fausse voie, ça veut dire qu'on n'entre pas dans la cavité utérine, mais on entre dans le myomètre et on provoque une aspiration blanche, forcément parce que dans un myomètre, il n'y a rien aspiré, donc on ramène un peu de sang, rien du tout, c'est une fausse voie. Les traitements sont assez simples. La perforation utérine, assez rare sous anesthésie locale, plus fréquente sous anesthésie générale, parce que sous anesthésie générale, les muscles sont mous. Et donc, il décide de passer à travers un myomètre dur que de passer à travers un myomètre. Elles peuvent exister, encore une fois, sous anesthésie locale. Excusez-moi, la connexion était un peu mauvaise quand vous parliez du myomètre. Les complications, les autres de l'IVG chirurgicale, c'est à ce moment-là que la connexion est importante. Oui, là, ça fonctionne. Vous m'entendez maintenant? Là, OK. oui. OK. Donc, je vous disais que les complications immédiates de l'aspiration, donc de la méthode chirurgicale, les complications immédiates sont la déchirure du col, la fausse voie, la perforation utérine. Ce sont les complications immédiates. Rares, moins de 2% et opérateurs dépendants. C'est pour ça qu'il faut une bonne pratique, il faut une main, et les jeunes médecins doivent travailler avec des seniors qui les aident dans leur expérimentation, comme tout acte technique en médecine. Les complications retardées de l'IVG chirurgicale, ce sont des rétentions, soit l'aspiration a été incomplète, c'est de plus en plus rare puisqu'on a des contrôles échographiques immédiats qui permettent de vérifier la vacuité. Néanmoins, et malgré une vacuité immédiate, on peut avoir des rétentions, soit de microvillosités qui ont continué à saigner, soit de caillots qui ne se sont pas bien expulsés. Et donc, on trouve, après 15 jours, 3 semaines, des cavités dilatées d'un matériel nécrotique chez des femmes qui continuent à saignoter et qu'il faut réaspirer parce qu'on doit effectivement faire un curetage révision de cette rétention symptomatique. C'est rare, mais ça arrive, c'est une complication. C'est une complication dans les semaines qui suivent, je vais dire. Voilà.
en Belgique, on n'en a pas, mais il faut vous dire aussi qu'on prend beaucoup de précautions. Bien entendu, avant tout avortement, on dépiste l'existence éventuelle de chlamydia, de gonocoque, de mycoplasme génitalium dans les cols pour éviter d'en monter dans les utérus. Systématiquement, avant tout acte invasif intra-utérin, on dépiste les microbes dans le vagin, bien entendu. On donne des prémédications de préparation du col pour dilater les cols, les rendre souples, donc ne pas être obligé de forcer sur ces cols et de forcer sur les fibres circulaires des cols pour les abîmer. Donc, il y a toute une série de mesures qui sont prises, bien entendu, pour prendre des précautions. Hein. Je ne vous ai pas fait le détail de tout ça parce que voilà, tout ça est un peu technique. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Karen qui a levé la main, qui voudrait parler. Karen? Oui? Je ne sais pas. Elle a levé la main, mais elle ne veut pas parler. Si elle ouvre son micro ou il ou elle ouvre son micro. Alors, vous m'entendez là maintenant? Oui, je vous entends. Allez-y. Vous entendez peut-être. Alors, j'aimerais savoir si ici en Belgique, il y a un risque de stérilité post-IVG. Alors, je vous dis que la réponse est non. Non, il n'y a pas de risque lié à la méthode, que ce soit la méthode médicamenteuse ou la méthode chirurgicale. La réponse est clairement non. En Belgique, il n'y a pas de risque de stérilité post-IVG. C'est le principal problème en Afrique, évidemment, hein, ça c'est clair. Mais en Belgique, la réponse est non. Il n'y a pas de risque de stérilité post-IVG en Belgique. Okay. J'avais encore une autre question. Est-ce que pour les patientes qui décident de faire une IVG, il y aurait un suivi psychologique après ou bien ce n'est pas le cas? Alors, il y a toujours un accompagnement qui est prévu. Donc, aux 3 étapes de l'IVG, la première étape que nous appelons dans notre langage le pré, c'est-à-dire que les patientes nous consultent et elles sont vues par ce qu'on appelle, nous, une accompagnante IVG, mais la plupart sont soit des psychologues, soit des assistantes sociales qui ont des formations pour l'accompagnement d'IVG. Il y a de nouveau une mauvaise connexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous attend. Vous êtes Oui, arrêté on vous à entend. accompagnement. Voilà. Donc, je vous disais que les femmes qui nous consultent sont accompagnées par une accompagnante qui est soit une psychologue, soit une assistante sociale formée à l'accompagnement de l'IVG et qui va être présente aux 3 étapes, le pré, le jour de l'IVG et la visite de contrôle 15 jours, 3 semaines plus tard. Si la patiente le souhaite, elle peut continuer d'être accompagnée sur le plan psychosocial autant qu'elle le souhaite. Donc, si la patiente n'est pas bien avec ce qu'elle a vécu, si elle est triste,
Parce qu'on peut avoir des femmes qui sont très déterminées, très décidées et tristes quand même. Beaucoup, c'est souvent le cas. Si la patiente est triste, si elle a envie de parler, si elle a besoin d'être soutenue, si elle se sent seule, dans tous les cas, il lui sera proposé d'être accompagnée, si elle le souhaite. Ok. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un nombre limité d'IVG ou bien la femme peut le faire autant qu'elle le désire? La femme peut avorter autant qu'elle le désire, mais elle le fait rarement pour son plaisir, hein. Donc, en général, après un avortement, on essaye quand même de discuter avec les femmes du choix d'une contraception efficace, hein. C'est aussi le travail de prévention que nous mettons en place et nous mettons assez bien d'énergie à faire ça pour que la femme choisisse une contraception qui va la mettre à l'abri d'un autre échec. Mais ça arrive, hein, ça arrive, hein. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des femmes très fécondes et qui vont le rester, hein. Donc, moi, je connais des femmes qui ont fait 8 ou 9 IVG dans leur vie, hein. Il faut savoir aussi que les femmes qui viennent de l'Est, donc des anciens pays de la Russie et des satellites de la Russie, étaient des femmes qui utilisaient énormément l'avortement comme méthode de contrôle de leur fécondité, parce qu'elles n'avaient pas accès à des méthodes de contraception modernes, alors que l'avortement était parfaitement légalisé. Et donc, ces femmes, dans leur histoire, ont des antécédents de très nombreuses IVG. Les IVG en Russie et dans les pays satellites étaient pratiquées dans de bonnes conditions médicales, donc ces femmes n'étaient pas rendues stériles par leurs avortements et elles utilisaient l'avortement comme méthode de contrôle des naissances. Vous voyez, chez nous, c'est la contraception qui est utilisée, évidemment. Et donc, après toutes les IVG, même en général, quand on voit les femmes auprès, on discute avec elles de la contraception qu'elles souhaitent mettre en place pour éviter que ça ne leur arrive encore, bien sûr. Ça va? Ça va, merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Il y a une autre question dans le chat, donc je vous la lis. Oui, allez-y. Bonsoir, vous avez parlé des patientes mineures en disant qu'on ne devait pas obligatoirement avoir le consentement des parents, mais a-t-on, en tant que médecin, des obligations spécifiques par rapport à ces patientes mineures? La réponse est non. Nous n'avons pas d'obligation spécifique par rapport aux patientes mineures, plus que nous n'en avons par rapport aux patients majeurs. Nous avons l'obligation médicale de travailler dans de bonnes conditions techniques, dans des conditions de respect des droits des patients, des règles de déontologie, mais elles sont exactement les mêmes pour un mineur et pour un majeur. Maintenant, vous devez savoir que quand on a affaire à des patientes mineures, on essaye quand même qu'elles aient des adultes de ressources autour d'elles. Tout dépend évidemment de la patiente mineure, hein. Vous avez des mineurs de 17 ans et demi qui sont complètement cérébrés et tout à fait autonomes, et puis vous avez des mineurs de 16 ans qui sont tout à fait infantiles et complètement perdus. Donc, en général, ça dépend bien entendu du degré d'autonomie et de leur capacité à se prendre en charge. Mais quand ce sont des petites mineures, nous essayons quand même qu'il y ait un adulte ressource autour d'elles, qui soit un parent, une grand-mère. Par exemple, les grand-mères sont souvent plus accessibles que les mères, hein, ou une grande sœur, ou la maman du petit ami, ou enfin un adulte ressource. Voilà, pour que la petite mineure ne soit pas quand même seule avec son truc, quoi. Mais nous n'avons pas plus d'obligation vis-à-vis du mineur que nous n'en avons en tant que médecin vis-à-vis de n'importe quel patient. Ça répond à votre question? Allô, allô? J'avais lu la question de la personne et elle vous remercie. Elle dit oui. D'accord, d'accord, ok. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Il est 9 heures déjà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si mon intervention a créé chez vous des vocations, n'hésitez pas à me recontacter parce que nous sommes à la recherche de médecins motivés qui sont prêts à s'engager, hein. Ça, c'est clair que si d'entre vous, certains se voient bien là-dedans, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
En attendant d'autres questions, moi j'en avais une pour vous. Oui. En fait, vous aviez parlé de médecins généralistes qui pratiquent de moins en moins l'avortement, enfin que le nombre n'est pas suffisamment élevé. Je me demandais comment est-ce qu'on fait ce genre de formation? Voilà. Alors, oui. Alors, la formation à la pratique de l'avortement est une formation qui est dispensée actuellement conjointement par le département de médecine générale de l'ULB et le GACEPA. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de mon implication dans le GACEPA, c'est le groupe d'action des centres extra-hospitaliers pratiquant l'avortement, c'est-à-dire d'une association de presque tous les centres extra-hospitaliers pratiquant l'IVG conventionnés avec l'INAMI. Donc, je ne vous parle pas des polycliniques privées, hein. Et dans un partenariat entre ces deux institutions, nous proposons pour les généralistes une formation qui va durer 2 années à raison d'un demi-jour par semaine dans 4 centres différents. Donc, le généraliste candidat doit suivre cette formation un demi-jour par semaine, 6 mois dans un centre, 6 mois dans un autre centre, et puis encore 6 mois, et puis encore 6 mois. L'idée, c'est de travailler avec des médecins différents pour voir les pratiques différentes d'un praticien à l'autre. Ces formations commencent en octobre, se terminent à Pâques, donc maintenant, Pâques va être là la semaine prochaine ou dans 15 jours, une nouvelle fournée entre guillemets de jeunes généralistes, va repartir dans les centres jusqu'au mois d'octobre et ainsi de suite. La formation dure 2 années. Alors elle s'adresse aux assistants qui sont en cours d'assistanat et leur maître de stage doit les libérer un demi-jour par semaine, mais s'adresse aussi à des médecins qui sont déjà actifs, hein, qui ne sont plus assistants, qui sont déjà des médecins en autonomie et qui souhaitent se former à cette pratique, mais qui doivent libérer alors un demi-jour par semaine de leur temps. Les centres qui accueillent les stagiaires sont des centres bruxellois, mais aussi des centres de province. Moi, je travaille à Rochefort, hein, Rochefort qui se trouve dans le Namurois, qui est un centre qui fait beaucoup d'avortements parce que il est pratiquement le seul dans la région, et nous avons des assistants en permanence pour les former. Vous voyez, je pense qu'au bout de 2 années d'être passé dans des centres différents avec des médecins différents et des pratiques différentes, on est assez solide dans la formation. Ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Ça va? La connexion redevient instable. Oui, là, on vous voit. Bon, c'est un petit peu instable. À désactiver le partage d'écran pour les participants. OK. Pas de questions? Il n'y en a pas de nouvelles sur le chat. OK, OK. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là et qu'on se dise au revoir, si vous êtes d'accord. Je tenais à vous remercier pour votre intervention très intéressante. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Écoutez, c'est sans problème. Je suis contente si ça vous a appris des choses et puis si vous pouvez donner suite à ça, discuter entre vous et voilà, en faire quelque chose, quoi. Voilà. OK? Absolument. Eh bien, écoutez, alors je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bonne continuation. Et puis j'espère que vous tiendrez le coup
dans le Covid, profitez du beau temps et puis voilà. Et puis faites au mieux, quoi. Courage, hein, parce qu'on a besoin de vous, hein, on a besoin des jeunes. Hein. Vive les Merci jeunes. beaucoup. Courage à vous aussi. Voilà. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Merci Au à revoir à tous. Au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Au revoir.